Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Alors, je voulais juste vous dire un petit mot en guise d'accueil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Bizerne. Je dirige le festival Cinéma du Réel. Et je voudrais tout d'abord remercier la Maison de la Poésie qui a accepté que l'on fasse avec eux ce festival parlé en différé, puisque le festival parlé, c'est un de nos rendez-vous réguliers pendant le Cinéma du Réel. Depuis 2019. C'est un moment qui est conçu pour mettre en commun les réflexions autour de notions qui intéressent le cinéma documentaire, mais pas que. Une mise en commun entre praticiens et artistes d'autres champs que le cinéma. Un moment pour interroger à la fois le champ de la création et son rapport avec le documentaire. En fait, chaque année, quand on fait un festival Cinéma du Réel, on se pose la question, qu'est-ce que le documentaire ? Bon, c'est une bonne question, surtout si on n'essaye pas de trouver la bonne réponse. C'est un peu comme ça qu'est conçu le festival Parler. Alors, vous connaissez certainement l'histoire. Cette année, le festival Parler avait lieu le mardi 28 mars. Et le mardi 28 mars, ce festival Parler qui devait avoir lieu autour de la notion d'événement, eh bien, on a été embarqués tous dans l'événement. Et l'équipe du festival et tous nos invités ont eu envie de faire cet événement aussi. Et donc, on était tous dans la rue. Et malgré tout, on a vraiment eu envie, avec Alice Leroy, de revenir sur cette notion. Qu'est-ce qu'un événement ? Qui, pour moi, est un véritable abîme. Et en particulier, quand j'essaye de comprendre Deleuze. Et je voudrais juste vous dire cette phrase. Ce n'est pas le même monde, celui dans lequel on dit non seulement il y a des événements, mais même cette table est un événement, et celui où l'on dit il y a des choses et les événements se posent sur les choses comme je pose ce papier sur la table. Alors je voudrais remercier les intervenants qui cet après-midi vont se coller à cette question. Remercier aussi Antoine Debec et Joseph Confavreux qui vont avoir la lourde tâche d'animer les débats, et remercier aussi Alice Leroy avec qui on construit chaque année ce festival Parler, et qui viendra tout à l'heure vous dire 2 mots sur cet après-midi, comment ça va s'organiser. Et avant de commencer, on va vous montrer un film de François Hébert qui s'appelle Le songe de Joseph. Il se trouve que ce festival Parler est fait en collaboration avec les doctorants de Sacre, qui est donc un doctorat, une thèse d'artistes-chercheurs. Et chaque année, on invite 2 artistes-chercheurs à nous donner à voir le résultat de leurs travaux. Et donc ce film, Le songe de Joseph, fait partie de la thèse de François Hébert. Et donc bonne projection, et à tout à l'heure pour voir Alice et puis ensuite les intervenants de notre première table ronde. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous et bienvenue du coup à cette édition décalée de Cinéma du Réel et du Festival Parler, dont c'est là la 4e édition, puisque on avait débuté ce programme en 2019 avec un projet qui était un petit peu de déplier ce mot documentaire à partir des pratiques qu'il engage dans différents champs de la création. Et en partant de ce paradoxe qui est que le documentaire dans le monde du cinéma est une forme si minorée, si marginale, on pourrait dire en termes de financement par exemple, et en termes de diffusion aussi, alors même qu'elle est plébiscitée, reconnue et célébrée dans d'autres champs de la création, la littérature, le théâtre, la danse. Et il nous semblait intéressant de partir de ce paradoxe et de la façon dont aussi pour nous à Cinéma du Réel
les formes documentaires nous apparaissent comme un laboratoire extraordinaire de la création contemporaine et des écritures les plus originales. Il nous semble important de partir de là pour engager une forme de séminaire, mais non universitaire, autour de ces pratiques documentaires, en invitant des praticiens et des praticiennes, donc à la fois des artistes, des écrivains, mais aussi des historiens, des philosophes, des architectes, à venir évoquer leurs pratiques autour à chaque fois d'une thématique. Alors, on avait abordé l'an dernier la question des vérités, et cette année, un petit peu en prolongement de ces réflexions autour des vérités documentaires. Est-ce que le documentaire est sommé de dire la vérité ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de vérité en documentaire ? Vous savez qu'il y a tout un courant qui s'appelle le cinéma vérité. Après avoir évoqué ces enjeux-là, on avait envie de prolonger le festival Parler autour de la question de l'événement. D'abord parce que il y a la question de l'événement médiatique, en tout cas l'événement dans sa saisie médiatique, qui relève souvent d'une chronique de l'hyper-présent et d'une forme d'événementialité qui avale un petit peu les événements après les autres et qui nous laisse parfois dans une forme d'impuissance ou d'incapacité. Et je pense que d'ailleurs on est toutes et tous un petit peu sous le coup des événements des derniers jours en Israël. Donc c'était l'idée de partir de là, de l'événement comme dans cette temporalité si précipitée et immédiate qu'est celle de la chronique médiatique, et de voir comment, en fait, dans d'autres pratiques, qui sont celles, par exemple, de photographes, qui sont celles d'écrivains, qui sont celles aussi de cinéastes, mais même aussi d'historiens, l'événement est saisi autrement, c'est-à-dire est saisi dans un autre rapport au temps, dans une autre temporalité, dans des correspondances qui vont circuler du passé au présent, qui vont envisager le futur, qui vont décaler l'événement, qui vont le décaler aussi peut-être dans un certain rapport au hors-champ, aller voir là où personne ne va, où les caméras, par exemple, médiatiques ne vont pas. Donc essayer de saisir l'événement à partir de son hors-champ. Réfléchir aussi de la même manière à proposer d'autres formes de visibilité, d'autres registres de narration, d'autres récits possibles. Articuler autrement peut-être ce qui est de l'ordre de l'expérience intime et du mouvement social, du mouvement politique. Réfléchir à ces articulations-là entre l'intime et le politique. Tout ça, c'est des questions qui nous semblaient découler de la façon dont les événements travaillent les formes documentaires. Quelles qu'elles soient, dans différents champs de la création. Et pour organiser un petit peu cette journée, on a imaginé 2 tables rondes. La première, donc, qui s'intitule « Ce qui nous arrive » et la seconde « Ce qui nous meut ». Alors, vous voyez là peut-être quelque chose comme une forme de dialectique. Et il y avait l'idée de peut-être de saisir, de définir cette notion de l'événement à partir de 2 approches. L'une qui serait, disons de façon caricaturale, un peu badiousienne, c'est-à-dire l'événement, ce qui nous arrive, l'événement comme césure majeure, l'événement comme rupture, l'événement comme l'histoire quand elle nous saisit, par exemple quand elle nous attrape, quand on ne peut pas y échapper. Donc qui est peut-être la définition la plus commune et la plus évidente, hein, c'est l'événement comme évidence, quoi, hein, l'événement comme ce qui nous arrive à toutes et tous, maintenant par exemple ces jours-ci. Et la seconde, qui était peut-être la moins évidente, c'est qu'on pourrait appeler une approche plus deleuzienne, qui était cette idée de saisir l'événement, au contraire, dans ce qu'il a de plus souterrain, de plus invisible, dans tout ce qui, en lui, relève de la non-évidence, au contraire, et de l'attraper par cette articulation. Alors ce serait un petit peu comme ici dans le film de François Hébert, à partir de cette idée de Leinfühlung chez Warburg, c'est-à-dire l'attraper à partir du lien entre émotion et motion, entre ce qui nous émeut et ce qui nous meut, c'est-à-dire entre l'expérience intime et le mouvement politique. Et donc voir comment, qu'est-ce qui fait événement, en fait. Finalement, comment une image, un regard, une rencontre, quelque chose nous affecte et va faire événement. Et qu'est-ce qui aussi dans nos pratiques, dans nos démarches, dans nos questions, fait événement et va articuler pour nous nos expériences intimes avec des expériences plus collectives. Donc c'était un petit peu la tentative de cette deuxième table ronde
autour de cette question de l'émotion et de l'émotion qui fait événement, l'idée de ressaisir cette événementialité, mais dans quelque chose de plus intime, quelque chose qui remonte à la surface, si vous voulez, alors que ce qui nous arrive, c'est plutôt ce qui nous tombe dessus. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu éclairé la thématique de cette journée, et puis je vais sans plus tarder appeler les personnes qui vont discuter pour cette première table ronde qui est modérée par Antoine Debec, que je vois ici, et que je remercie beaucoup. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, les doctorants, artistes, chercheurs du programme Sacre. Et je voulais juste vous signaler que donc, François Hébert, malheureusement, n'est pas là parce qu'il est en repérage, mais il avait écrit un petit texte qui vous a été distribué à l'entrée de la salle. Et donc, Antoine Debec, qui est à la fois historien, professeur de cinéma à l'École normale supérieure, mais aussi directeur du programme Sacre. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'il anime très gentiment et généreusement une table ronde chaque année dans le cadre de ce festival Parler. Et donc, c'est aussi en sa qualité d'historien qu'on avait envie de lui confier la première de ces tables rondes, ce qui nous arrive. Et voilà, je le remercie vivement d'avoir accepté de modérer cette table ronde, à laquelle vont se joindre... Alors, je suis complètement aveuglée, donc je ne vois personne, mais Philippe Bazin, qui est photographe, Voilà, donc venez si vous voulez. Grégoire Bouillet, écrivain, qui va nous rejoindre aussi. Catherine David, commissaire d'exposition, que je ne vois pas non plus, mais qui va arriver. Venez. Et Olivier Zabat, cinéaste. Donc je vous invite à venir me rejoindre et puis on va débuter. Je suis ravi de... C'est vrai qu'on est un peu aveuglé, on ne vous voit pas, mais je suis ravi d'animer cette première table ronde, ce qui nous arrive. Je pense qu'on va aussi aborder ce qui nous meut. Hein. Je crois qu'on va un petit peu déconstruire la très belle construction que vous a présentée Alice. Je voulais tout de même juste dire un mot sur Le songe de Joseph, le film de François Hébert que vous venez de voir. Donc, puisque, comme Alice l'a dit, je dirige ce programme doctoral qui comprend aujourd'hui à peu près une soixantaine de doctorants et doctorantes, et qui comprend à peu près autant de docteurs et doctoreux qui ont donc soutenu leur thèse. Les autres sont en train de la soutenir ou vont la soutenir comme François Hébert, et dire donc que cette thèse dont fait partie le film que vous avez vu, hein, le principe de ces thèses sacres, sciences, art, création, recherche. Ce sont des thèses qu'on appelle de recherche-création, donc qui mêlent autour du même sujet un travail de création, dont vous venez de voir ce très beau film de 23 minutes, d'une fiction qui a tout à fait sa place dans un moment documentaire par ailleurs. Et donc ce travail de création s'articule avec un travail de recherche. Et le travail de recherche donc, qui se matérialisera par un mémoire de recherche. Et je voulais juste dire que, donc, pour donner le contexte de ce que vous avez vu, que ce film s'inscrit dans une thèse qui s'intitule « Expérience de l'effondrement, la guérison par les images ». Alors, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous veulent réagir au film. Pas forcément. Hein. Donc, il y a des gens de l'image ici. On entre donc dans notre table ronde, ce qui nous arrive, avec ces quatre invités. Alors, c'est pas évident d'animer une table ronde avec quatre personnalités qui ont des univers chacun très forts, qui sont elles-mêmes des personnalités très fortes. Et ce que je propose, c'est peut-être de passer d'abord un moment avec chacun,
autour, chacune, autour d'une œuvre qui est, que pour certains vous avez choisi, pour d'autres vous avez proposé, ou pour Catherine David, on va trouver cette œuvre. Donc peut-être à un moment de votre travail, qui peut être quelque chose de très récent, généralement, ou pas, et puis d'en parler ensemble. Et ensuite, voilà, des choses vont, je pense, sortir, et on pourra avoir peut-être une discussion aussi avec la salle, mais je pense que c'est compliqué d'entrer dans une discussion comme ça tout de suite sur ce qui nous arrive sans passer par les œuvres particulière de chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Donc je voulais, alors j'ai établi un ordre un petit peu arbitraire, hein, mais, enfin pas tout à fait arbitraire, puisque j'ai travaillé chacune des œuvres et notamment des projets duquel on va parler. Donc je voulais commencer avec Philippe Bazin, photographe, écrivain. Juste rappeler voilà, un certain nombre je dirais de corpus photographiques, hein, Face, Adolescent, Les Bourgeois de Calais, ce très beau recueil aussi qui s'appelle La radicalisation du monde, chez Filigrane, édition de l'Atelier en 2009, avec Georges Duberman et Christiane Vollen, avec qui vous travaillez très souvent, hein, donc voilà, peut-être que on parlera aussi de son travail avec vous, et l'œuvre dont on pourrait parler ensemble, si vous le voulez bien, c'est ce travail c'est le travail en cours, en fait, ou qui se passe autour qui s'appelle Septembre à Briançon. Qui est un projet en 2021 lancé avec autour des migrants, hein, qui passent le col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes et qui descendent ensuite sur la vallée de la Clarée, Névache, Val-des-Prés, et puis arrivent à Briançon. Et où un certain nombre d'associations en fait les accueillent, les protègent, puisque ce passage de la frontière n'est pas sans risque, sans violence, sans difficulté, et donc c'est autour de ça que vous avez fait ce travail photographique et ce travail de témoignage, en fait. Voilà, donc je voulais un petit peu qu'on parle de cela. Donc vont passer un petit peu sous forme un peu de diaporama, et vous pouvez tout à fait arrêter ces images. Voilà, ce travail photographique, je dirais, qui est, alors Alice le disait tout à l'heure, qui est un petit peu un travail qui se démarque complètement aux antipodes d'un travail de photojournalisme, on va dire, puisqu'il existe sur cet événement, l'arrivée des migrants, beaucoup d'images, notamment à cet endroit. Et donc voilà, je voulais peut-être commencer par cette idée, comment est-ce qu'on peut faire autre chose? Comment est-ce que vous faites d'autres images, d'autres photographies que ce qu'on peut voir régulièrement voilà, dans la presse, dans les médias? Merci de me donner la parole en premier lieu, et merci au public d'être présent pour nous entendre. Je suis ravi de vous présenter un court extrait de ce travail. Mais si vous le permettez, avant de vous répondre, je voudrais revenir sur cette question de l'événement. Pendant la Révolution française, Emmanuel Kant a produit un très beau texte, Qu'est-ce que les Lumières, justement, qui confrontait cet événement de la Révolution française à tout un courant d'idées qui avait cours au XVIIIe siècle. Et Michel Foucault, dans la deuxième moitié du XXe siècle, lui a
renvoyer une question qui était « Qu'est-ce que l'actualité ?» Et pour moi, ce texte de Foucault a très fortement résonné pour ma pratique d'artiste et justement pour ce rapport à l'événement. Et Foucault le dit très bien. Bien sûr, il y a, comme Alice le disait, les événements médiatiques du quotidien qui nous happent sans arrêt. Mais pour un artiste, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est plus souterrain, plus profond, comme une lame de fond qui traverse toute une période et tout un long cours. Et je dirais que Septembre et Briançon s'inscrit dans un travail de long cours qui a commencé à la fin des années 90, en 1999 exactement. Un travail au long cours que je mène avec la philosophe Christiane Voller, qui est aussi ma compagne, et qui a donné lieu jusqu'ici à 18 ou 19 projets que nous avons réalisés en commun. On ne fait pas que ça l'un et l'autre, mais malgré tout, ça commence à faire sens. Et cette lame de fond, cette actualité qui nous traverse, effectivement, et au-delà de la question des migrations, c'est la manière dont les phénomènes de globalisation obligent les gens à réenvisager leur rapport au monde, et notamment ceux qu'on appelle les subalternes. Et jusqu'en bas de l'échelle des subalternes, bien sûr, les migrants, les sans-papiers, etc., etc. Il y avait un très beau livre, petit livre de Balibar, qui rappelait ça, ce que nous devons aux sans-papiers. Et effectivement, c'est une question qui nous traverse, qui, au-delà, et à travers un certain nombre d'événements, constitue depuis des années notre actualité. Et donc, Septembre à Briançon est un fragment de ce travail. Alors, oui, à Briançon, depuis en gros 2015-2016, des gens ont commencé à passer par le col de l'Échelle. Plus maintenant, mais c'est au col du Mont-Genèvre. Alors, si on pouvait avancer à la photo suivante. Non, on n'y arrivera pas, c'est pas grave. Je voulais juste dire que c'est un projet documentaire qui est un montage de 95 images, entre guillemets, y compris ces cartons noirs avec les titres, et que l'un d'eux, qui apparemment n'arrive pas à passer ici, rappelle comment j'ai commencé à construire le travail, d'abord en lisant des gens, et en lisant des gens, les voilà. Hein. Stéphanie Besson, qui est une volontaire activiste de Briançon, qui fait un énorme travail, qui a publié ce livre « Trouver refuge », un livre d'une chercheuse, Aude Vink-Ketters, voilà, qui était une doctorante aussi, qui a fait un remarquable travail de recherche. Et puis le livre d'un journaliste, Raphaël Kraft, Les enfants de la Clarée. Donc 3 éclairages différents dans lesquels j'ai pu trouver des sources qui se recoupaient. Voilà. Et notamment, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les lieux qui étaient nommés où il s'était passé quelque chose. Et toute une part du travail photographique a consisté à aller photographier ces lieux qui ne portent plus de traces, la plupart du temps, parfois. Mais moi, souvent dans mon travail photographique, ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse, c'est plus que la trace, ce qui nous fait signe de quelque chose, même s'il n'en reste aucune trace dans le contemporain. Et d'autre part, avec Christiane Voller, on a rencontré un certain nombre de gens. Elle fait des entretiens dans la perspective de ce qu'elle a forgé comme concept philosophique, une philosophie de terrain. Et moi, quand j'ai fait avec elle le travail en Grèce, j'ai mis au point un dispositif de photographie des gens que j'appelle des portraits d'entretien. C'est-à-dire, c'est pas les portraits des gens, mais c'est plutôt des photographies que je fais des gens pendant qu'ils s'entretiennent avec elles. C'est-à-dire que je ne suis pas le centre de leur intérêt, mais ils sont extrêmement concentrés, absorbés par les échanges qu'ils peuvent avoir avec elles. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous, on ne parle jamais de témoignages, mais on fait appel à des gens qui sont des experts de la situation qu'ils vivent, et on fait appel à ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont eu à vivre ou
de ce qu'ils sont en train de vivre. Et on se réfère là aussi à une magnifique phrase de Michel Foucault qui dit qu'il y a beaucoup plus de pensées dans le monde que n'en produisent les philosophes. Et c'est à ces pensées-là qu'on s'adresse. Voilà, et donc tout le travail de ces 95 images et fragments de texte et cartons noirs sont un montage qui est une fausse narration qui évoque quelque chose de cinématographique, bien sûr, et qui entremêle les photographies des lieux et les portraits d'entretien. Et le montage commence par beaucoup de photographies de lieux et progressivement apparaissent de plus en plus les gens. Voilà un peu comment la chose est construite. Peut-être qu'on peut aller sur ces lieux, parce que oui, c'est voilà, le premier geste en fait que vous faites, c'est voilà. d'aller. C'est d'aller au col de l'Échelle. D'aller, entre guillemets, sur le lieu de l'événement. Voilà, et ça commence là parce que ça, c'est un événement. La borne France 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a demandé à ce que la frontière avec l'Italie descende des cols du côté de l'Italie pour que les Italiens n'aient plus une position surplombante sur le territoire français. Et donc, il me paraissait important de commencer ce montage avec cette photographie qui parle d'une situation historique et qui nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale. D'autant plus, j'imagine que c'est un lieu historique où il y a eu de la résistance, Absolument, oui. Où il y a tout autour, moi je connais assez bien cet endroit, il y a pas mal de stèles, oui, de soldats morts, d'hommages à des résistants. Donc il y a une sorte de contexte de lutte, en l'occurrence d'un maquis, d'une résistance absolument, qui d'une certaine manière répond aussi à l'événement récent. Bien sûr, les choses qui arrivent maintenant n'arrivent jamais ex cathedra sur un terrain vierge, mais toujours avec un arrière-fond, une profondeur historique que cette première photo du montage signale. Après, effectivement, je n'ai pas cherché à retrouver ce que vous dites parce que j'étais beaucoup plus concentré sur... on peut passer à la photo suivante. Voilà, donc ça, c'est la montagne que doivent franchir les gens, les exilés qui cherchent à passer en France. Il faut imaginer ça. Moi, j'y étais en septembre, mais quand il y a 2 mètres de neige, c'est autre chose, quoi. Et puis, des gens qui ne sont pas habitués à ce paysage-là, qui ne sont pas vêtus comme le sont des randonneurs, par exemple. Il y a tout un... Enfin, quand une photo comme ça... c'est à la fois une sorte de la majesté, la splendeur de la montagne, et en même temps le danger de ce lieu. Sa violence aussi, oui. On peut continuer. Voilà, et le col de l'Échelle, c'est un plat qui fait un peu plus de 2 km de long, et au milieu, il y a une cabane municipale, si on peut passer la photo suivante, qui a été aménagée à l'intérieur pour accueillir les gens qui passent, tous les gens qui passent, avec de quoi se chauffer, de quoi se changer, de quoi dormir, etc., etc. On peut avancer. Voilà, et ça, c'est sur le parking du col de l'Échelle quand on vient de la France. Et souvent, les gens nous disent la montagne est un mur, et je cherchais à donner une image de cette sensation de mur qui nous écrase. Ensuite, quand on descend, on se trouve, donc on parcourt les rues de Névache. On peut laisser ce portrait de Jean Gab. Ça, c'est une personnalité tout à fait extraordinaire, qui vit dans ce petit village en bas du col de l'Échelle. Et c'est la première personne à avoir accueilli un migrant. Ça correspond exactement à ce que vous disiez. Un jour, à 10h du soir, en plein hiver, il faisait -5. Il y avait presque 1 mètre de neige et quelqu'un frappe à sa porte. Il ouvre et il était en t-shirt et en basket. Et Jean Gab nous dit, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte ou on le fait rentrer? Et la question ne se pose pas. Voilà. Oui, c'est une vallée où il y a une tradition de solidarité montagnarde, évidemment. Et pour tous ces montagnards, il y a une phrase qu'on a entendue tout le temps, c'est « Notre montagne ne sera pas un cimetière ».
Et donc, c'est de là que des centaines et des centaines de gens à Briançon se sont mobilisés pour éviter que ça soit un cimetière. Il y a eu quelques morts, mais très peu, contrairement, bien sûr, à ce qui se passe en mer Méditerranée ou en mer du Nord, etc. etc. La photo suivante. Voilà, alors le montage est fait aussi d'extraits de textes que Christiane Voller a publiés à la suite de notre travail d'un mois à Briançon en 2021, dans différentes circonstances donc, que vous avez ici. On peut passer. Suivante. Voilà, et puis il y a le 3e chapitre qui s'appelle Violence et mort, où là, il s'est vraiment passé, suivante s'il vous plaît, des choses, et notamment ici, en montant au col de l'Ichel depuis l'Italie, il y a 2 tunnels qui sont séparés de 30 mètres d'écart, 2 exilés montés à pied en pleine nuit en été, et dans le 2e tunnel était caché une voiture de la police qui a allumé plein pot tous ses phares, qui a aveuglé complètement ces gens et qui ont, en s'enfuyant, sont tombés de 40 mètres de haut. Voilà. Donc ça a été un événement qui a énormément choqué toute la population sur place. Ils sont pas morts, ils sont restés handicapés. Suivante. Ça, c'est aussi au col de l'Échelle. Voilà, il y a Génération Identitaire qui a fait une démonstration de force avec des hélicoptères, des 4x4, qui a ravagé complètement la cabane que vous avez vue et qui a coupé tous les arbres autour pour brûler tout le matériel qu'il y avait. Donc j'ai fait cette photo parce que ça vous donne l'idée en hiver de la hauteur de la neige. Ils ont coupé les arbres au ras du niveau de la neige et donc il y avait toute une série de troncs qui font entre 1 mètre et 1,50 m de haut. Voilà. Je les ai tous photographiés, mais... Oui, ce lieu a été une sorte de lieu symbole aussi pour l'extrême droite, pour manifester oui, bien sûr. Souvent soutenu par la police aux frontières. Hein. Et ils ont été... là, la police n'est pas intervenue face à leur violence. Par contre, si on peut passer les images suivantes, voilà, il y a un certain nombre d'activistes qui, à juste titre, viennent au secours de ces gens qui souvent se perdent dans la montagne, dans le brouillard, la nuit, la neige et tout, et qui, eux, ont été malmenés par la police et la justice, comme ce personnage que j'ai photographié, et qui fait partie de ce que j'ai appelé les 7 de Briançon, c'est-à-dire les 7 qui ont été traduits en justice pour, entre guillemets, association de malfaiteurs. C'est quand même assez extraordinaire. Et ils ont été, sauf celui qui était à l'écran, relaxés en appel à Grenoble. Quand je dis les 7 de Briançon, ceux qui connaissent l'histoire, ça fait référence aux 7 de Chicago, bien sûr. Voilà, suivante, un autre extrait de texte qui a été fait par Christiane Voller pour l'Institut Convergence Migration, le 10 juin 2022. Ensuite... Voilà, et puis il y a des endroits où on a retrouvé des corps inconnus dont on ne sait pas qui c'est, ce que c'est, qu'on n'a pas identifié sur un bord de chemin. Donc j'ai aussi retrouvé ces endroits-là. Et souvent, je me suis servi de la botanique, comme ici, et des chardons pour donner une idée aussi de ce que ça peut être, et puis pour réfléchir aussi à cette question de la botanique. Est-ce qu'il y a, comme il y a une botanique des ghettos américains ou des ruines de guerre, est-ce qu'il y a une botanique des migrations? Et je pense qu'il y en a une, bien sûr, alors que dans la montagne, dans les Alpes, c'est quelque chose de touristique. Suivante, et là c'est sur un parking en descendant du Mont Genève où on a retrouvé un autre corps dans la neige. Voilà, dont on n'a pu rien identifier. Suivante. Et enfin ici, c'est un barrage hydroélectrique en aval de Briançon, à 15 km, où on a retrouvé le corps de Blessing Matthew, 20 ans, qui était pourchassé sur le parking qu'on vient de voir précédemment par la police, qui est tombé accidentellement dans la Durance en crue, qui s'est noyé, et dont on a retrouvé le corps à cet endroit du barrage, bloqué par le barrage. Alors c'est une affaire toujours en cours. Hein. Les gens
de Briançon se sont mobilisés pour instruire un procès contre les poursuivants de Blessing Matthew. Il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Je pense que maintenant c'est rendu au niveau de la Cour européenne de justice. Parce que les gens de Briançon ne lâcheront pas, quoi qu'il arrive. Voilà, suivante. Voilà un autre des 7 de Briançon, un menuisier, avec qui on a eu un très très long entretien. C'est une personne tout à fait remarquable, mais qui a été complètement détruite par l'idée que venir en aide à son prochain, si on peut le dire comme ça, puisse être quelque chose qui soit criminalisé, pénalisé. Suivante. Voilà, et puis alors quelques autres personnages, parce que ces gens à Briançon ont ouvert un lieu qui s'appelle les Terrasses Solidaires. Ils ont acheté, avec l'aide de 2 fondations privées à caractère social et à parts égales, un lieu de plus d'1 million d'euros. Donc il faut vous imaginer qu'il y a des centaines de personnes à Briançon qui étaient capables de réunir plus de 300 000 euros pour acheter ce lieu. Et c'est un lieu qui défrayait la chronique encore, hein, puisqu'il a été fermé récemment, on en parle beaucoup. Voilà. Et ce lieu, c'est des gens qui l'animent, qui y travaillent bénévolement. Et si on peut les voir, photo suivante. Voilà, par exemple, Jonathan, qui était au chômage et qui a passé 2 ans, à raison de 40 heures par jour, toutes les semaines, à faire bénévolement la cuisine pour servir des centaines de repas tous les jours aux gens qui sont hébergés là. Suivante, un des bénéficiaires exilés des Terrasses Solidaires. Suivante. Et puis, Jawal, ça c'est un personnage formidable parce que ses parents sont d'origine algérienne. Lui est né en France, dans un petit village près de Briançon, mais il a parcouru le monde et il a appris des langues comme l'arabe, le pachtoun, etc., etc. Et il était là comme bénévole pendant des mois. Il a aussi fait du close combat et c'était un personnage et une personne extrêmement précieuse et utile à tout point de vue dans ce lieu qui n'a pas su, hélas, le garder. Mais c'était quelqu'un de vraiment remarquable. Ensuite, voilà d'autres bénévoles, on peut passer. Mais pour moi, chaque personne, voilà, une jeune Hollandaise passionnée de montagne qui, pour payer ses études de guide de haute montagne, s'est fait embaucher dans cet endroit. La pauvre, elle était un peu perdue, mais pleine de bonne volonté. Ensuite, et un autre jeune homme. Alors, il y a beaucoup de bénévoles, de volontaires qui viennent de partout en France et d'ailleurs pour passer une semaine, un mois, des mois parfois. Ouais, suivante, voilà. Une Irlandaise qui s'occupe de toute la logistique pour les exilés des Terrasses Solidaires. Et ensuite, voilà un autre volontaire, bénévole, voilà, etc. Oui, et lui, ce personnage est tout à fait exceptionnel. C'est un ingénieur de très haut niveau qui travaillait dans une multinationale australienne, originaire de Briançon, et qui a décidé de revenir pour s'occuper de toute la mise en conformité du bâtiment des Terrasses Solidaires pour les pompiers, pour pouvoir recevoir les gens. Et il faut savoir qu'il est responsable personnellement, pénalement, de ce qui pourrait se passer dans ce bâtiment, ce qui n'est pas un mince engagement. Voilà. Merci Philippe Bazin. On va continuer, on reviendra dans la discussion. Je voulais parler avec Grégoire Bouillet. Donc, vous êtes écrivain, connu pour plusieurs romans qui ont été marquants, qui ont été retenus, notamment par la critique, hein, qui a beaucoup écrit sur votre œuvre. On peut partir du roman que vous publiez chez Alia en 2002, Rapport sur moi.
Et puis l'invité mystère en 2004, le dossier M chez Flammarion en 2017, où d'une certaine manière la forme qui est la vôtre apparaît vraiment de façon manifeste, hein, avec ce côté très fleuve, 900 pages. Deux fois 900 pages. Voilà. Alors, en fait, ce ne sont pas des romans. Oui, non, ce sont des... Non, mais Oui, excusez-moi, ce sont des... Non, mais c'est important. Enfin... On va commencer par ça, d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que... Donc, et puis, on parle du Cœur ne cède pas, le dernier en 2022, chez Flammarion, aussi 900 pages, oui, c'est ça. Donc, ce sont des récits, hein, ou des rapports, plutôt, vous dites... comment En fait, c'est un peu des enquêtes. J'étais même un peu chagrin que sur le dernier, là, sur le fait divers, il y a le mot roman sur la couverture. Je l'ai laissé passer et c'est... Ah, ça va pas. Voilà, parce que ce ne sont pas des romans dans le sens où il n'y a pas d'art romanesque. Parce que mon parti pris depuis mon tout premier bouquin, c'est de considérer que la réalité est une fiction. Voilà, c'est une fiction qui se réalise, qui s'incarne. Voilà, j'ai un sentiment très fort sur la puissance romanesque de la réalité, sur l'imagination de la réalité. Voilà, et moi, ce que j'essaie de capter, moi, j'ai beaucoup moins d'imagination que la réalité. Chaque jour en apporte la preuve que notre imagination est bien faible par rapport à l'imagination de la réalité, qui est, je ne sais pas, la somme de toutes les imaginations qui la composent, augmentée de la sienne propre. On peut dire une phrase comme ça un peu péteuse, mais quand même, il y a un côté comme ça. Donc moi, ce qui m'a toujours fasciné, et je me souviens que la première phrase de mon premier livre, c'était déjà quelque chose de très phénoménologique, j'ai envie de dire. C'était l'irruption de ma mère un dimanche dans la chambre où mon frère et moi étions, et elle nous dit « Mais les enfants, est-ce que je vous aime ?» Et mon frère, il répond « Oui » tout de suite, et moi, je dois avoir 8 ans, et je me dandine un peu, je me dis c'est peut-être une occasion de dire quelque chose, et en même temps je redoute la suite, et j'ai fini par lui dire bon, peut-être que tu nous aimes un peu trop. Et là elle veut se jeter par la fenêtre du 5e étage. Voilà, donc ça m'hallucine. C'est-à-dire que le sentiment de la réalité, avant même de porter un jugement, et c'est là où moi j'essaie de me glisser, c'est-à-dire avant de condamner ou de dire que c'est bien ou que c'est mal, il y a d'abord un sentiment de sidération, que quelque chose comme ça puisse se produire. Et moi, ce que j'essaie d'attraper tout le temps, c'est ce sentiment de sidération et de rentrer à l'intérieur de cette sidération pour la déployer en tant que sidération et éventuellement lui donner un sens, mais pas forcément. Et dans la forme que vous employez, il y a quelque chose que vous définiriez comment? Donc, c'est comme ce terme de rapport sur moi qui est le titre du premier roman, cette manière de rapporter, hein, c'est quelque chose qui serait au plus près justement de la forme d'écriture sans imagination que vous... Oui, le côté stendhalien. Enfin, voilà. Mais en même temps, il y a un parti pris de revivre les choses et de le revivre par écrit. Il y a eu très longtemps, encore aujourd'hui, mais il y a une espèce de malentendu où, parce que je parlais de moi à 8 ans avec cette scène avec ma mère ou d'autres événements de ma vie impliquant des personnes réelles, voilà, on m'a assez vite rangé dans l'autofiction. Et moi, je me suis toujours battu pour dire non, ce n'est pas de l'autofiction, c'est de l'autobiographie, si vous voulez, absolument, voilà, parce que l'autofiction, c'est quand même la scénarisation du réel. Moi, je ne scénarise pas, puisque justement, mon parti pris, c'est de dire que la réalité étant une fiction, si jamais je commence à moi-même fictionner la fiction, ça devient une redondance absolument... Enfin, c'est nul à chier. Donc, justement, je respecte ce côté fiction de la réalité pour essayer de la restituer. Donc, je n'invente pas, je fictionne... Voilà. Je voulais dire autre chose, mais j'ai déjà oublié. Ah oui, voilà. Merci, mais c'est gentil de m'aider. Hein. Et donc, voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais tu parles de toi ?» Et moi, je leur réponds « Je ne parle pas de moi, je pars de moi pour aller vers la réalité, vers les autres, vers la littérature. » Parce que le truc me semble-t-il qu'on oublie, c'est que le véritable sujet, que ce soit un livre, que ce soit des photos, que ce soit du cinéma, etc., évidemment, il y a une histoire, etc., mais le véritable sujet, ça va être le cinéma.
ça va être la littérature. Moi, mon vrai sujet, c'est pas tant Marcel Pichon, ce fait divers, c'est la littérature. Et que peut la littérature par rapport, par exemple, ma biographie, par rapport à un fait divers. Et ça, c'est une question qui, moi, me plaît de traiter, enfin, dans laquelle je me sens extrêmement bien, ce qui fait que la littérature devient, et le moyen même de raconter un fait divers, ou d'élucider un fait divers, la façon même de le raconter devient un personnage du livre. Parce qu'il n'y a rien de neutre, enfin, évidemment. Et ce qui est aussi un des principes, c'est le registre, le mode de l'enquête. C'est quelque chose qui est aussi très présent, avec des enquêtes qui mettent en jeu parfois des personnages d'enquêteurs. Voilà. Et comment est-ce que ça, c'est... Pourquoi est-ce que vous utilisez ça? Alors c'était la première fois que je m'intéressais à ce qu'on appelle un fait divers, avec les deux fourches codines. La première, c'est celle de Bourdieu. Je cite Bourdieu parce que je sais qu'on est dans un endroit un peu intelligent. Donc le fait divers, c'est ce qui fait diversion par rapport aux informations dont le citoyen devrait être... qu'on devrait fournir aux citoyens. Et puis il y a l'autre fourche, qui est celle de Barthes, qui me plaît beaucoup, où il dit que le fait divers, c'est un trouble de la causalité. Et j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire qu'un mec me marche sur le pied et moi je l'égorge. Là, il y a un trouble de la causalité quand même. Enfin, il y a quelque chose de disproportion. Et le fait divers, c'est ça. Voilà. Donc moi, je me suis situé avec ces deux figures tutélaires. Et il se trouve que... D'abord, ça m'a passionné. Pour ceux qui ne connaissent pas, je veux juste dire très très vite le fait divers. Donc du dernier. Du dernier. Le cœur ne cède voilà. pas. Donc c'est en 1985. Je suis chez moi, j'allais pas très fort à l'époque, et j'entends à la radio qu'une femme s'est laissée mourir de faim, une femme de 64 ans qui avait été ancienne mannequin, s'est laissée mourir de faim chez elle, toute seule. Ça a mis 45 jours pour qu'elle meure, et elle a laissé un journal de son agonie. C'est-à-dire pendant 45 jours, elle a écrit ce qui lui arrivait, la décrépitude de son corps jusqu'à la fin. Voilà. Et c'était en 85, et moi je retiens ce fait divers, et je ne sais pas pourquoi. C'était là dans la profusion des faits divers, je ne sais pas pourquoi, et ça deviendra l'un des enjeux du livre aussi, de comprendre pourquoi ce fait divers-ci et pas un autre. Mais il a fallu d'abord élucider tout le fait divers pour que moi-même apparaisse à l'intérieur de ce fait divers et que je vois ce que j'avais essayé de manigancer. Et il se trouve qu'à la fin du deuxième, donc c'est ce monstre, cette grosse dinde de 1000 pages, je ne savais même pas si j'écrirais encore, je pensais avoir tout dit, et je rencontre quelqu'un qui, parce que pendant des années, je disais, mais moi j'ai un fait divers, vous n'avez pas entendu parler, etc. Et je rencontre un type de l'INA, je lui parle du fait divers, et il revient une semaine, enfin 15 jours plus tard, en me disant, bah voilà, j'ai retrouvé l'émission de radio et tout ça, et à partir de là, j'ai su que cette femme s'appelait Marcel Pichon, qu'elle était morte à 64 ans, rue Championnet, qu'elle avait été mannequin chez Pat, etc. Et là, vraiment dans la minute, une espèce de machine désirante, célibataire, s'est mise en branle, et je me suis lancé pour essayer de comprendre. Parce que moi, ce qui me motive aussi, c'est d'écrire sur ces faits divers et de l'élucider, si possible, en sachant que il y avait peu de chances pour que je comprenne pourquoi. Il n'empêche qu'à la fin, voilà. Et il se trouve qu'au bout de, on va dire, une petite année, j'ai commencé à écrire et j'ai trouvé les petits-enfants de Marcel Pichon, que j'ai contactés, bien évidemment. Bonjour. Je suis écrivain, je suis en train d'écrire sur votre grand-mère voilà. La petite fille a très mal pris la chose, mais très très mal. Enfin, elle m'a interdit de parler de sa grand-mère. Bon, à la fin, c'est quand même un livre de 900 pages. Hein. Et du coup, il a fallu que je trouve un biais, c'est-à-dire que je me suis renseigné juridiquement pour savoir de quoi avais-je le droit de parler sans encourir les foudres de la justice. Donc, sachez-le, hein, une fois qu'on est mort, n'importe qui peut parler de vous. Enfin, voilà. Tant que vous êtes vivant, il faut qu'il y ait votre consentement. Voilà. Donc j'étais content parce que si j'avais dû changer le nom de Marcel Pichon et en inventer un, mais tout l'édifice s'écroule. C'est-à-dire que comme j'enquête sur le réel, si jamais ça devient un personnage de fiction, moi ça n'a pas lieu d'être. Et alors ce qui était très intéressant, c'était parce que moi le côté vérité, enfin la vérité de l'événement, la vérité de cette personne, je sais bien que la vérité est c'est compliqué. Hein, enfin,
On peut dire qu'on n'atteindra jamais la vérité, on ne saura jamais la vérité. Moi, c'est une phrase que l'on peut dire une fois qu'on l'a beaucoup cherché. Ce n'est pas une phrase que l'on peut mettre comme un postulat de départ et dire, bah, de toute façon, la vérité étant impossible, youpi, vive le mensonge. Bah non, moi j'ai quand même des problèmes encore avec le mensonge et donc avec la vérité. Et donc, ce qui était intéressant, c'était comme il y avait des choses que je ne pouvais pas dire frontalement, j'ai inventé une agence de détective, j'ai inventé des personnages de fiction. Donc l'agence de détective, la Bimor et Investigation, avec moi dans le personnage du détective Bimor, et puis accompagné, comme tous les bons détectives, d'une assistante qui s'appelle Penny, voilà, parce que ça fait très bien comme dans les romans policiers des années 50. Et ce qui était très très intéressant, moi dans ma pratique d'écriture, hein, c'était ces personnages de fiction sont totalement au service de la vérité. Tout ce qu'ils trouvent sur Marcel Pichon est rigoureusement avéré. Il n'y a pas une chose qui soit inventée. Eux sont inventés, mais rien de ce qu'ils trouvent. Et d'un autre côté, la fiction se déployait à l'intérieur de la vérité. Donc les deux, pour une fois, alors que c'est un conflit assez majeur, hein, enfin, est-ce qu'on dit la vérité, est-ce qu'on la liberté de créer se fiche un petit peu de la vérité des faits, ou bien la vérité des faits contraint totalement la liberté du créateur. Et ben là, pour une fois, les deux fonctionnent à somme, donc j'étais pas mécontent, j'avoue, d'avoir trouvé cette petite solution. Voilà. Et ce qui pourrait être un document aussi, c'est-à-dire le récit de mort voilà, du fait divers lui-même, ça c'est quelque chose que vous avez pu consulter ou alors c'est pas du tout possible justement Vous parlez du journal d'agonie. Oui, oui. Alors, vous n'avez pas lu le livre. Donc, en fait, il y a une page que quand les journalistes, quand la police a découvert le cadavre de Marcel, il y avait une page son journal était là et ils ont appelé leurs copains journalistes. Les flics ont appelé leurs copains journalistes de France Soir et de Paris Match. Et les mecs, alors moi je ne ferai pas, hein, mais ils ont piqué des photos et ils ont déchiré une page du journal d'agonie. Geste un petit peu sacrilège quand même. En même temps, moi je suis bien content parce qu'au moins cette page-là a été publiée et donc j'ai pu aussi me baser sur enfin voilà, il y a une page qui existe, voilà, qui est parue, voilà. Après, moi j'ai retrouvé le journal d'agonie et j'ai donné ma parole de ne jamais dire si je l'avais lu ou pas. Donc je ne vous le dirai pas. Voilà. Mais en tous les cas, à la fin du livre, on voit que je l'ai retrouvé, je sais qui le possède, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment la façon dont l'enquête est mise en forme par le récit. Hein, c'est autant le récit de l'enquête que l'enquête du récit. Enfin, les deux fonctionnent ensemble. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la littérature, ce sont les présupposés qui font que j'écris. Donc il y a eu des grands moments d'enquêteurs, enfin des joies d'enquêteurs et des déceptions d'enquêteurs. Le jour où j'ai retrouvé la tombe de Marcel Pichon, voilà, et c'était pas gagné, hein, parce que j'avais aucune information sur elle et qu'il n'y a aucune information sur cette femme. C'est-à-dire qu'il faut, enfin voilà, on le découvre dans le livre, mais il n'y a rien. Donc il n'y a rien. On connaît, il y a quelques actes d'état civil, il y a 2-3 photos, dont une d'ailleurs est complètement fausse, enfin, parue dans Libération, parue dans le journal du dimanche. Ils disent Marcel Pichon, les yeux rieurs, enfin je pourrais même vous montrer la photo si ça vous amuse. Et en fait, c'est pas elle. Voilà, mais ça, c'est bon, bref. Et donc, c'est un livre aussi qui fonctionne beaucoup sur des hypothèses et en même temps sur des présupposés. Et je me souviens, donc Marcel s'est marié à 19 ans en octobre 40 à Paris. Waouh, qui se marie à 19 ans en octobre 40 ? Enfin, ça fait 3 mois quand même que la France vient de perdre la guerre, que les Allemands occupent Paris, que les restrictions commencent, et qui se marie à ce moment-là ? Donc je me suis posé plein de questions, voilà, et dans mes recherches, j'ai consulté les archives à Rolsen, qui sont les archives de la Shoah, en me disant, mais je ne sais pas, peut-être qu'elle était collabo, je ne sais pas, enfin, voilà, ou résistante, enfin, voilà. Et je tombe sur une Pichon, Marcel, né à Paris, dans les archives de la Shoah, quoi, enfin, sur les personnes persécutées par les nazis. Et là, je me dis, waouh, trop bien. Ah, elle n'était pas née en 1921, elle était née en 1923. Et je me dis, ah merde. Et là, je me vois dire merde. Et je me dis, ça va pas la tête. T'as un problème. C'est-à-dire que pour ton livre,
qui aurait aimé que cette pauvre Marcel ait été persécutée par les nazis. Et c'est là où des trucs se mettent en place de façon sous-jacente, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on joue sur des sentiments consensuels, sur des idées toutes faites, sur des prérequis qui font comment emporter le morceau ou pas. Est-ce qu'on va arranger l'imaginaire? Voilà. Est-ce qu'on va arranger la fiction, quoi? Voilà, ou en tous les cas jouer sur les bons ressorts de la réalité pour obtenir l'adhésion et prendre en otage. En fait, il s'agit aussi un petit peu de ça. Et moi, j'étais content que finalement, content pour elle déjà, mais qu'elle n'ait pas été persécutée par les nazis, parce que comme ça, je ne prends pas en... Sinon, ça voulait dire que on pouvait tout comprendre de l'histoire de Marcel Pichon et tout mettre ça sur le dos de l'horreur nazie. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, c'était mieux que non, finalement. C'était mieux pour mon enquête. Mais il y a comme ça plein de pièges qui sont de ne pas prendre en otage le lecteur et moi-même, et de ne pas jouer sur des sentiments consensuels. C'est quelque chose auquel je tiens très très profondément. Enfin, voilà. Trouver des espaces de liberté qui ne misent pas sur les... Voilà, sur la doxa du moment. Voilà. Voilà. Et... ensuite, il y a eu cette volonté de produire des images à partir de l'enquête. Donc, cette sorte de mur d'images, hein, on peut appeler ça comme ça, que vous avez construit, confectionné, monté, collé, qu'on va avoir. Voilà, ça c'est le mur d'images de l'enquête. Alors, on peut s'amuser, on peut zoomer, voilà, Marcel, voilà, et ça, c'est toutes les recherches que j'ai pu mener pendant 3 ans, avec les dates, donc quand elle était mannequin chez FAT, voilà, quand elle était mannequin, elle se faisait appeler Florence, donc il y avait un cabaret Florence, regardez, on retrouve des trucs rigolos. Voilà, ça c'est la presse, quand la presse a parlé de... Voilà, donc ça c'est la photo de Marcel parue dans Libération. Et en fait, ce n'est pas la photo de Marcel, ils ont publié une autre photo, la photo d'une autre mannequin que j'ai retrouvée, qui s'appelle Patricia Prunenosa. Donc on nous prend vraiment pour des billes aussi parfois. Vous voyez, elle est là. Donc voilà, il y a Monsieur Paul, parce qu'il y a une voiture. Alors je me suis posé plein de questions. On voit un petit peu la plaque minéralogique. C'est une Peugeot blanche, donc j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver la Peugeot. Et le propriétaire de la Peugeot, parce que qui est Monsieur Paul, eh ben c'est lui. Voilà. Donc c'était qui ce monsieur qui n'était pas son mari? Bon, évidemment, il y a les actes d'état civil, puis il y a tout ce qui constitue le... Alors ça se passe en 1985, donc c'est intéressant aussi de... Est-ce qu'on se laisse mourir de faim en 1985 comme on se laissait mourir de faim en 1920 ou en 2023? Peut-être pas, peut-être que si, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'était rigolo de voir qu'au même moment, c'est-à-dire Coluche lance les Restos du Cœur, 1 mois après qu'on ait découvert le cadavre de Marcel Pichon, comme par hasard. Voilà, et 85, c'est quand même un an et demi avant, c'est quand même le grand virage de la gauche au néolibéralisme et à l'ultralibéralisme, avec plein de SDF d'un seul coup, comme si c'était le sigle d'une grande entreprise. Et voilà, donc c'était rigolo, et puis c'était la famine aussi au Biafrais, voilà, donc il y avait plein de trucs, et puis c'était aussi... Donc après, l'enquête, c'est rigolo, c'est-à-dire que là, donc c'est Bobby Sands, donc avec Thatcher, on voit la clique là. Et c'est très rigolo parce que du journal de Marcel, on ne sait que... Enfin, il commence au 17e jour. C'est la page qui est parue en tous les cas. Et le journal de comment ça s'appelle? Son nom m'échappe. Bobby Sands. En fait, c'est du 1er jusqu'au 17e jour. Il s'arrête au 17e jour. Et donc, ne reculant devant rien, je me suis permis de faire un mix entre... au début, c'est un journal d'agonie, quelqu'un qui se laisse mourir de faim, et c'est celui de Bobby Sands, et qui enchaîne après avec celui de Marcel. Bon, je dois dire que les gens de l'IRA ne m'ont pas autorisé cette licence littéraire, ce que je comprends tout à fait, bien évidemment. Voilà, mais il y a Simone Schul, enfin voilà, c'est tout. Et ça, c'est un travail que vous considérez comment? Comme une sorte d'aide à l'enquête ou de trace graphique d'un... Quel est le statut de ce mur d'images? Alors, d'abord, le statut...
Donc j'avais déjà fait ça dans le dossier M. Il y a un site aussi. Là, c'est pareil, il y a un site. Enfin, on peut le consulter avec tous les... Étrangement, mais j'imagine que ce sera bientôt remis en question, étrangement, la photo fait pour moi acte de preuve. C'est-à-dire que si je dis, parce que j'ai une méfiance envers les mots, envers ce que l'on raconte, et que moi je ne veux pas que les gens après viennent me dire non mais est-ce que c'est vrai ou pas. Ça m'agace profondément puisque c'est justement mon boulot de parler sinon du vrai, en tout cas de l'avérer. Donc quand je dis qu'elle est née en 1921 à Paris, 15e arrondissement, etc., la première chose que je fais, c'est de publier dans le livre l'acte de naissance. Voilà, c'est la preuve. Enfin, voilà, ne vous posez pas de questions, c'est vrai, quoi. Et après, il y a un certain nombre de choses comme ça qui pour moi, c'est authentifié. La photo authentifie. Et c'est marrant parce que dans le projet qui semble être le tien, de ce que j'en ai compris en tout cas, on a l'impression que c'est plutôt le texte qui va authentifier les images. C'est-à-dire que, ouais, enfin, si tu montres la photo du col, de la montagne, si on ne sait pas que c'est là que passent les migrants, etc., moi, je vois juste une photo, tu vois. Donc tu as besoin du texte. Et ben, moi, j'ai besoin des images aussi à un moment donné pour valider le texte. Et donc, quel est le statut de ce mur d'image? Voilà, à la fois à quoi ça sert et quand est-ce qu'il intervient et comment fonctionne le site par rapport au récit, par rapport au livre? Alors, Philippe Génada m'a dit, mais t'es fou de faire ça. Donc, Génada, j'imagine que tout le monde connaît. La littérature, c'est la littérature et il n'y a pas besoin de ça. Bon, on en a discuté et j'ai dit, bah si, moi j'ai besoin de ce rapport à la preuve pour que personne ne vienne m'emmerder et me dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Alors, le site, il fonctionne une fois qu'on a lu. A priori. Mais on peut y aller en cours de lecture, puisque à tel moment, j'ai dit, par exemple, la photo de Marcel avec Paul ici, dans un livre, Flammarion, elle est en noir et blanc. Cette photo n'a de sens que si on la voit en couleur. C'est-à-dire que les bleus, les dégradés de bleu, le soleil, la lumière, voilà. Donc du coup, j'ai fait un truc, et on le voit à côté, j'ai demandé à un dessinateur, Fab Caro pour ne pas le nommer, de faire d'après les mots que moi j'avais écrits, c'est-à-dire que je décris la photo, et j'ai demandé à Fab Caro, tiens, d'après ce texte, est-ce que tu pourrais me faire un dessin, et est-ce que, comme ça, on pourrait voir si les mots donnent à voir ce qu'eux-mêmes décrivent. Bon, il se trouve que c'est pas mal, quoi. Les mots donnent bien à voir, quoi, finalement. Voilà. Mais la photo, il était important qu'elle existe quelque part, puisqu'elle ne pouvait pas exister en l'état avec les couleurs, etc., dans le livre. Donc il y avait cette fonction-là. Il y a aussi une autre fonction qui est que c'est un jeu. D'abord, c'est un jeu, c'est un plaisir. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'y a pas un commissariat de police qui fonctionne avec des murs d'images. C'est une invention totalement des séries télé ou du cinéma. Évidemment, les mecs, ils ne s'amusent pas à afficher des trucs, et puis les gens, quand ils passent dans le couloir, ils disent « Ah, putain !» Évidemment, non. Donc, c'est un pur élément graphique, c'est un pur élément de fiction. Donc, ce mur d'image, je l'ai fait, moi, après coup, parce que c'était la meilleure façon de présenter le site. C'est-à-dire que si on va sur le site, bon, je sais, tant pis, mais si on va sur le site, on va pouvoir cliquer sur 1921, sur la tombe, sur 85, sur plein d'endroits. Et à l'intérieur, on va avoir des listes déroulantes de documents, que ce soit les actes d'état civil, que ce soit, voilà, si je clique là-dessus, on peut peut-être y aller. Tenez, regardez, hop. Là, si on va sur la presse, voilà, ça marche, c'est trop bien. Donc vous avez tous les articles de presse qui ont concerné l'histoire de Marcel. Et puis à la fin, vous allez avoir voilà, par image et tout ça. Et puis après, voilà, vous allez avoir aussi comment la presse en a rendu compte. Parce que le truc qui est très intéressant avec pendant longtemps, le fait divers était un élément déclencheur pour la littérature. Stendhal, Flaubert, tout ça, on sait que ce soit l'affaire de Lamar, voilà, ils se sont tous inspirés, mais il n'y a aucune trace dans Le Rouge et le Noir ou dans Emma Bovary du fait divers dont Stendhal ou Flaubert se sont inspirés. Aucune trace. Et à partir du XXe siècle, notamment avec Gide,
c'est là où le fait divers apparaît en tant que tel dans la littérature et où il ne s'agit pas tant d'exploiter le potentiel métaphysique, organique, romanesque du fait divers, il s'agit de confronter les discours que la société porte sur un fait divers et que la littérature, par exemple, peut porter sur ce même fait divers. Et là, c'est une confrontation de discours à discours. Et donc, voilà, moi, je fais un petit peu la critique voilà, c'est parce que c'est sublime quand même, je vous le montre. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous habitez une grande ville, peut-être avez-vous déjà remarqué, un dimanche par exemple, dans les rues vides ou à la terrasse d'un café, un homme, une femme, pas forcément âgés, mais solitaires. Et peut-être vous êtes-vous posé la question, que font-ils, où vont-elles, à quoi ressemble leur vie? À rien parfois. C'est du moins ce que pensait une Parisienne de 64 ans, ancien mannequin, 2 fois divorcé, accablée par les soucis financiers, et qui avait décidé de se laisser mourir de faim dans son appartement. C'est en novembre 1984 qu'elle a pris sa décision, et ce n'est qu'hier que l'on s'est aperçu de sa mort, 9 mois plus tard. Auprès d'elle, dans un carnet, elle avait scrupuleusement consigné les détails de son agonie. Elle était morte, seule, au milieu des autres, indifférents. Reportage. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute la presse, télé comprise, etc., la seule chose qui va intéresser voilà, la presse et les médias, c'est pas du tout le fait qu'une femme se soit laissée mourir de faim pendant 45 jours, parce que c'est quand même pas banal hein, comme suicide. Ce n'est pas non plus le fait qu'elle ait pu écrire le journal de son agonie, c'est, bon Dieu, qu'elle soit morte au milieu de nous autres qui sommes tellement indifférents. Voilà, ça choque, ça c'est un scoop, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un puisse mourir seul dans son immeuble, c'est un putain de scoop pour la presse, et voilà. Évidemment, moi, en tant qu'écrivain, ce qui va m'intéresser, c'est pas tant le fait de société. Ce qui va m'intéresser, c'est le fait humain. C'est pourquoi, comment une femme, si jamais on peut le déterminer, quelle a été la trajectoire de cette femme pour en arriver à se laisser mourir de faim toute seule chez elle à 64 ans et écrire le journal de son agonie, pour s'infliger cette mort-là. Voilà, ça c'est... Donc la littérature va confronter le fait humain à ce que la société, elle, ce qui l'intéresse, et elle est légitime en cela, hein, c'est le fait de société. Mais moi, le fait de société, évidemment, fait partie du fait humain. Mais la différence, c'est que généralement, le fait humain ne fait jamais partie du fait de société. Il est toujours exclu du fait de société. Donc voilà. Ça, c'est un peu mon boulot en tant qu'écrivain, c'est de ramener les choses aussi à hauteur d'être humain. Et ton projet me faisait penser à un film que moi j'avais adoré, 74-75, qui s'appelle Bako, l'autre rive, qui est pour moi un sommet parce que, à un moment donné, je ne sais plus s'il est malien ou je ne sais pas quoi, en tous les cas, on comprend que, un, c'est un être humain, et deux, que c'est un Ulysse. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un migrant. Enfin, c'est-à-dire que le problème, enfin, moi en tant qu'écrivain, je me bats avec ça, c'est qu'il faut sans cesse se débarrasser des mots que plaque la société sur les émotions, les événements, les individus. Et une fois qu'on supprime le mot migrant, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein d'autres choses. Alors, on peut voir un être humain, mais on peut voir un Ulysse aussi. Parce que Ulysse, c'était ça. Pendant 10 ans, le mec, il n'a pas arrêté de voyager. Voilà, donc voilà, en tant qu'écrivain, moi, je me bats contre le langage social, enfin, évidemment, pour essayer de lui donner d'autres perspectives, d'autres sens, d'autres émotions. Merci beaucoup. On va parler avec Olivier Zabat. Donc vous êtes cinéaste, réalisateur de films documentaires. Est-ce que ça vous convient comme... Oui, ça va. Ouais. Et je voulais aussi souligner... Enfin, il y a une œuvre importante depuis les années 2000 qui a d'ailleurs été reprise au dernier festival du réel. Hein. C'était la rétrospective était consacrée à votre œuvre. Et je voulais aussi signaler ce qui me semble important et ce qui d'ailleurs concerne aussi Philippe, hein, c'est le rôle aussi pédagogique. Hein, vous enseignez à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Hein, c'est quelque chose qui est aussi important, le lien avec des étudiants, la manière de faire passer quelque chose à la fois de votre travail et puis du travail documentaire. Ça me semble important. C'est une question. Oui.
C'est surtout que ça permet de voir l'évolution de la société, l'évolution de notre propre vieillesse et de la jeunesse, et de l'évolution de la jeunesse en rapport avec l'image. Que les changements qu'entretiennent les étudiants avec les images. Et pratiquement, on arrive à un point où la pédagogie du cinéma, ou la pédagogie même de l'art tout simplement, devient pratiquement impossible. Parce qu'il y a la question du temps, parce qu'il y a la question du sujet qui domine les esprits, toujours malgré le temps qui passe, malgré les technologies qui passent, malgré les formes qui se renouvellent ou qui se perpétuent. Voilà. Donc, c'est une part importante, oui, mais c'est un mode d'observation aussi de nos propres, comment on pourrait dire, de la relation de l'évolution technologique aussi libérale avec des jeunes qui sont confrontés. Moi, je dis à mes étudiants, je leur dis aujourd'hui, ceux qui font des images, vous ne faites pas des images, vous êtes des consommateurs, en gros. Pour faire une image, c'est très facile, mais en même temps, on est dans une logique production, post-production, diffusion, qui se traduit par, en gros, avoir un téléphone portable qu'on est pratiquement obligé d'avoir maintenant aujourd'hui, qui se traduit par faire des images quelconques qui sont filtrées, donc très vite, finalement, qui sont c'est du prêt-à-porter quelque part de l'image. On facilite le rapport à l'image, qui est quelque chose de très difficile par rapport à ma génération, où faire des images et relever d'une démarche comment on pourrait dire, volontaire, acheter une caméra, trouver une caméra. Là, c'est pratiquement comme des lunettes, finalement, téléphone portable. Et finalement, la question de la diffusion qu'on a maintenant sur les TikTok, Instagram et tout ça, fait que si on regarde l'ensemble, on voit des consommateurs. Je vois dans la jeunesse énormément de consommateurs et de moins en moins et de plus en plus de difficultés à faire émerger ne serait-ce qu'une distance par rapport à ça, par rapport aux étudiants que je peux avoir. Ça, c'est pour la part pédagogique. Je ne sais pas si... Ça me semble important. Alors, vous avez choisi un extrait qu'on va visionner, mais avant, je voulais vous demander une question un peu bête, mais comment est-ce que vous choisissez vos sujets, surtout avec qui vous allez travailler, puisque c'est à chaque fois un travail auprès de gens qui peuvent être en difficulté, mais qui sont en même temps, dont vous filmez en quelque sorte l'envers de la difficulté. Comment est-ce que vous choisissez ? Je pense que c'est pas... sans vouloir esquiver la question, je trouve que ça fait partie d'un registre de formes, de figures, de personnes d'intérêt ou de phénomènes sociaux qui font partie de soi. Je pense qu'on a tous un univers assez réduit dans ce qui nous intéresse ou dans une forme de sensibilité. Et quelque part en soi, ça a une importance relative dans le développement de mon travail. Évidemment, il y a une récurrence de ce qui pouvait au début s'apparenter à une taxation de fascination pour la violence, mais quelque part, cette fascination, si tant est que violence doit être systématiquement associée à fascination, ne regarde que moi. C'est pas que je ne veux pas répondre, hein, mais il y a cette part en fait d'intimité qui finalement fait que l'auteur, d'après moi, n'est pas la personne qui doit se mettre en premier plan par ses motivations. Les motivations sont souvent des prétextes, et je rejoins ce que disait Grégoire, sur la question que le réel dépasse largement notre capacité d'imagination. Mais peut-être que, pas pour aller plus loin, mais pour rebondir un peu, il y a deux choses avec le cinéma, c'est que d'une part on travaille avec la représentation du réel, donc c'est quelque part on fait l'épreuve du réel, mais aussi le travail commence quand on se penche sur la représentation du réel, et non seulement sur la représentation du réel en tant qu'image fixe, comme acte photographique. Je le dis souvent par exemple à mes étudiants, si j'arrive à faire une distinction
avec mes étudiants entre la question de la photographie et du cinéma, parce qu'à un moment donné, le numérique a fait que l'appareil photo s'est approché de la caméra et les deux sont pratiquement... Les deux sont pratiquement entrés dans une forme de fusion, quelque part. On ne savait plus distinguer, mis à part la forme de l'objet, si c'était une caméra ou si c'était un appareil photo. Du coup, j'ai oublié ce que je veux dire. Vous parliez du fait que le réel a plus d'imagination que... Voilà, et je parlais de la photographie, et justement, ce qui se passe effectivement, c'est que la photographie, pour simplifier, après je me trompe peut-être, mais je dis souvent quand l'acte photographique se termine, l'acte filmique commence. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le déclencheur, vous avez déjà la situation, votre point de vue est déjà posé quelque part. Quand on filme, quelque part, appuyer sur le déclencheur, c'est le début du travail avec la métamorphose et d'une course avec le temps, quelque part. C'est-à-dire, et là, se met en place une réflexion, non seulement une réflexion, mais quelle est la part de réflexion qu'on peut avoir dans une représentation du réel qui se déroule devant nos yeux. C'est comme ça que je conçois mon travail, ce qui veut dire aussi que ça implique très peu de marge de manœuvre sur l'imagination, effectivement, une marge analytique de type technique. Est-ce que le découpage, le champ contre champ, est-ce que le champ contre champ dans le documentaire est une forme admise qui amène à une certaine incrédulité par rapport au documentaire. Et puis il y a aussi cette question du film qui se détache du sujet initial. Et pour répondre à votre question, et ce pourquoi je m'attache assez peu à mes centres d'intérêt ou aux personnes sur lesquelles je me focalise, c'est que le travail commence vraiment quand je déclenche. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve face à des documents, tout simplement. Et on en revient à cette question d'enquête peut-être, ou de lecture d'une image, où la question du sujet peut être totalement remise en place. La question du sujet m'intéresse beaucoup dans le sens où ce que j'essaye de faire, ou ce que le film m'impose de faire, c'est de faire descendre le sujet dans la hiérarchie de l'importance d'un film. Dans le sens où, que ce soit une idée, une inspiration, comment on pourrait dire, un protocole, un dispositif, n'est qu'un vecteur pour commencer. Et ensuite, les images nous donnent beaucoup plus d'informations qu'on en a. Si on filme une personne, on ne filme pas qu'une personne. La personne, la figure documentaire est indéniablement liée à son environnement. Par exemple, Arte essaye toujours de neutraliser l'idée d'un environnement avec un drap noir, mais en fait, là, on voit un drap noir, quoi. Donc, c'est ce rapport-là qui m'intéresse, dans le sens où, finalement, le sujet n'est qu'une partie des données. J'entends par sujet le protagoniste, ou le sujet du film, ou le terrain sur lequel je travaille. Voilà. Alors, on va peut-être voir l'extrait que vous avez choisi. C'est donc la toute fin en fait d'un film qui s'appelle Fading, qui date de 2010, qui dure 70 minutes. Peut-être vous voulez dire un mot avant ou après? Je pense que c'est bien quand même que j'introduise. On m'a demandé de donner un extrait, effectivement. J'ai choisi celui-là parce que c'est pas la fin, c'est pas la fin du film, c'est l'après-fin et l'après-fin. Donc il y a deux fins au film. C'est peut-être ce que j'aime aussi dans la question du cinéma et dans la question du cinéma documentaire, c'est le fait de travailler dans l'idée d'un futur immédiat, je pense. Très souvent, on pense à l'écriture documentaire, alors que finalement, le geste documentaire ne peut se faire, d'après moi, que si on a une tentative de maîtriser, pas dans un sens, comment on pourrait dire, divinatoire, mais dans un sens d'hypothèse, quel va être le futur immédiat. C'est ce qui permet de découper, c'est ce qui fait aussi que je travaille seul, c'est-à-dire que je ne peux pas murmurer à un chef opérateur qu'est-ce qui va se passer. Donc la question du découpage est la première chose où on se retrouve face à la question du futur immédiat. Et après, il y a le futur moyen, où les scènes en soi
commence à s'articuler tant bien que mal jusqu'à ce qu'à un moment donné, une dialectique s'installe avec le film. Du coup, c'est plus cette dialectique qui m'intéresse en soi et à quel moment, sans faire de l'anthropomorphisme, le film nous dit, voilà, je n'ai plus rien à objecter à ton propre film, à ce que tu as présupposé ou préjugé. En l'occurrence, bon, excusez-moi, j'ai été un peu long. Pour Fading, c'est sa part, justement, la question qu'est-ce qui nous arrive. Là, je l'ai pris de manière littérale. C'était un film qui a été montré à Venise, qui était sous une sous-partie qui s'appelait l'horreur documentée. Et en fait, le film part en gros d'un jeune voisin que je connais qui est gardien un rondier, ce qu'on appelle un rondier dans un hôpital de gériatrie, et qui croyait voir, qui, avec plusieurs de ses collègues, avait des hallucinations et voyait des fantômes. Donc, quelque part, c'est quelque chose de merveilleux à un moment de pouvoir se dire, et pourquoi ne pas partager cette expérience et partager le regard de ces personnes. La personne qu'on voit apparaître sur le film était quelque part un contre-champ, un contrepoint de ces gardiens qui m'ont invité à les suivre dans leur ronde. Dans leur ronde. Et c'est là où j'ai compris que la fiction ne s'opposait pas à la réalité, mais que c'était un ensemble, puisqu'effectivement, des jeunes de 20 ans qu'on fout dans un tunnel, ils ont cette capacité à se projeter comme des enfants ou comme encore pas vraiment des adultes et voir des choses. Et on peut aller plus loin dans la question du phénomène de la somnolence, de l'hallucination collective. Et Mirek, justement, rejoint la question... Le personnage qu'on va voir, Mirek. Ouais. Oui, donc le personnage qu'on va voir rejoint la question migratoire, la question des exilés, puisque ça fait partie des premiers exilés qui sont sortis du bloc de l'Est, qui sont venus de Pologne et qui sont passés par l'Ukraine en car et qui arrivent régulièrement à Bagnolet. Mirek était une figure qui est donc atterri à Bagnolet, qui est resté après, je crois, 15 ans ou 17 ans à Montreuil. C'était une figure un peu connue. Et j'ai travaillé avec lui assez peu, puisque je n'avais pas le langage, et lui non plus. Donc on échangeait sur 10 mots. C'est quelqu'un qui avait une énorme capacité à se mettre en scène, avec cette particularité que son téléphone portable ne lui servait justement, contrairement à ce que je disais sur les jeunes, pas à transmettre une image, mais à faire des autoportraits, puisque finalement, son téléphone lui servait peut-être éventuellement pour son dealer, mais absolument pas pour transmettre des images. Donc c'est un travail d'autoportrait que j'ai mené à ses côtés quelque part. Et Mirek est décédé, et à partir de là, j'ai rajouté la première fin, qui a donné un film que j'ai présenté avec un plan hommage de Mirek que j'ai présenté aux rencontres documentaires, et qui a généré la deuxième fin, puisque j'explique. On va le voir. Merci. Excusez-moi pour la longueur. Non, on va... Donc l'extrait dure 5 minutes. Peut-être le mieux, c'est de le voir, de se mettre... Je vais vous laisser la parole. Je vais peut-être juste commencer par quelques mots. Une petite question. Przepraszam wszystkich. Żegnamy Cię, Mirku. Mówię to po polsku, a nie będę pieprzył po francusku, tak jak Ty. Żegnamy Cię, Mirku. Trzymaj się, Bura. Mirek, kurwa, jebać to wszystko, kurwa, ja pierdolę. I tak się stykniemy, kurwa, Dziękujemy za
stykniemy się na górze. Je voulais juste me permettre de... Excusez-moi, Thomas, il demande de chanter une chanson et qu'il demande à vous tous qui le connaissez et qui connaissent la chanson de la chanter comme un dernier à tout à l'heure. Kiedy gdzieś tam z Albatrosu ty świetlina dziś pozostał i po tobie smutek żal. Że to ciebie nie widziałem, taki smutno jest bez ciebie, tak mi spał. Jolka, Jolka, pamiętaj, ważny świt na modlitwę, a słońce się zgadzało. Nie mogłem spać, ale byli znowu śmiać się nie mogli. Wszystko było tak proste. Ale nam było słońca zacznie, następna będzie może nas. No i już koniec tej piosenki. Bon, je vais faire court. Mais je suis quand même tenu d'expliquer un peu le début du film, le film, et du coup la relation au cinéma. C'est-à-dire que travailler dans des couloirs, à partir du moment où j'ai demandé une autorisation de filmer dans un hôpital de gériatrie, j'ai travaillé un peu sur du bluff par rapport à la communication de l'hôpital en disant que je suivais un jeune depuis longtemps et que je suivais son parcours professionnel. Donc, pendant une semaine, on a tourné, on a regardé un peu, et il me demandait de voir les fantômes que je voyais jamais. On entendait des bruits, on travaillait toutes les nuits, et c'était entre la potacherie quelque part et une espèce de sérieux comme ça. Et en fait, à un moment, la question de la potacherie s'est transformée sur finalement l'irruption des fantômes. Les deux vigiles que je suivais, finalement, dans leur charte, n'ont pas le droit de rentrer dans les chambres des personnes malades. Moi, je n'avais pas le droit de filmer, évidemment, ni de rentrer dans les chambres des personnes malades. Et ce qu'on entendait, c'était les cris des personnes âgées, démentes, qui n'existaient plus à l'image. C'est-à-dire que contractuellement, ces personnes pour l'hôpital n'existaient plus. Donc à l'image, elles n'existaient plus. Et elles revenaient finalement que par leur cri de démence et d'appel dans la nuit, ce qui démontre aussi un fait social qui est le dénuement de l'hôpital, ces choses-là. Et finalement, les fantômes se sont matérialisés par des voix commentées par ces deux jeunes, d'une manière spontanée. Mireille qui était le contrepoint, comme je disais, et par exemple le plan que j'avais montré, qui apparaît ici, cette espèce d'image très esthétisante, je ne voulais pas la mettre dans le film au début parce qu'elle était esthétisante. Mais à un moment donné, elle rejoignait quelque part une question de la représentation, qui est la figure du gisant, en fait, qui est une forme qui était totalement adaptée. D'un seul coup, l'esthétique disparaissait. Et pour finir, excusez-moi,
quand il est mort, j'ai présenté aux rencontres documentaires de Montreuil avec Corinne Bopp ce film, et vu qu'il habitait à Montreuil, quoi qu'il était dans les squats à Montreuil, je suis allé voir toutes les assos où il y avait tous ses potes, et j'ai dit s'ils veulent venir voir Mirek, ils viennent, et ça sera l'occasion de lui rendre un hommage. Sauf que tous ses potes polonais sont venus à 2h de l'après-midi à la place de 6h du soir. Ils se sont défoncés complètement. Ils étaient chauds quand ils sont rentrés dans la salle. Ah oui, mais c'est un mythe. Hein. C'est Napoléon qui dit à ses soldats buvez, mais buvez comme des Polonais. C'est-à-dire dignement. Tu avais des images sur le... Non, mais c'est là où justement intervient la chose, c'est-à-dire que quand ils sont entrés, le débat, c'était finalement un débat très cadré, culturellement parlant. On a là, quoi. On a là, voilà, mais c'est pas péjoratif du tout, c'est une forme comme une autre. Et eux sont entrés, ils ont fait exploser le débat et ont imposé une forme d'anarchie que tout le monde a respectée. Mais du coup, ma question, c'est si tu avais eu des images, tu les aurais montrées? Oui, il n'y a pas de raison. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est que... Il y a des enjeux. Pardon, moi je ne fais pas de cinéma, mais il y a des enjeux entre laisser justement la voix sur cet écran noir, qui a une puissance très très forte, hein, oui. Et quelles images auraient... Enfin, voilà, je me dis qu'en tant que cinéaste, il y a des... plein de tentatives à faire, et il y a des enjeux. Justement, je pense que le noir est une image. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, et c'est surtout que moi, je ne savais pas du tout, j'avais pas de caméra, j'avais pas d'enregistreur, j'avais rien. C'est juste Corinne qui me dit tiens, si tu veux, on a Corinne Bopp qui me dit si tu veux, on a le son de la conférence. Donc quelque part, elle m'a donné très exactement ce qui s'était passé dans l'hôpital, la moitié de ce qui fait la figure cinématographique, le son et l'image. Donc quelque part, c'est en soi. Ça fait image, puisque finalement, aujourd'hui, une image animée est indissociable du son, à moins d'être dans une relation de tradition, son image muette, son. Et du coup, on est face à des fantômes tels qu'on peut les définir cinématographiquement, des corps qui n'existent plus, mais qui se manifestent de l'au-delà, quelque part. Voilà. Je vais être obligé de... Je pense que j'ai essayé de faire parler avec Catherine David, c'est important. Catherine David, vous avez été conservatrice au Centre Pompidou, au Musée du Jeu de Paume, puis en 2014, directrice adjointe du Musée national d'art moderne. Et alors, ce qui vous arrive, c'est aussi... qu'on vous propose et que vous acceptez d'être commissaire principal de la Documenta 10, la 10e qui se déroule à Cassel en 97. Donc peut-être ma première question, c'est ça. Qu'est-ce qui vous arrive quand on vous propose ça? Vous êtes la première femme à diriger, à être la commissaire de la plus grande exposition au monde. On peut dire ça comme ça. Moi, je n'avais pas pensé à un événement de cet ordre parce que moi, je suis intéressée par la tension entre les événements minuscules et les événements majuscules qui vous tombent. Et je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Mais je veux bien, tous les chemins mènent à Rome. Hein, donc, alors d'abord, je vous ferai la même réflexion que j'ai eue à l'époque sur le fait d'être une femme. Je trouvais ça déjà, mais d'un ridicule absolu, grotesque. Et je disais, ma réponse, c'était de dire, écoutez, je suis une femme depuis 40 ans, je ne vais pas changer de sexe à cause de Documenta. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. Bon. Non, pas dessus, on passe à autre chose. Bon. Deuxièmement, c'était la première fois que une Documenta, le directeur n'était pas quelqu'un qui avait sollicité quoi que ce soit, mais enfin, pour le coup, c'était un événement, je n'avais rien demandé à personne, au point que j'étais en train d'installer l'exposition de Pierre-Paul Local sur la rue au Jeu de Paume, et que Alfred Pacman me disait, mais Catherine, tu n'arrêtes pas d'appeler d'Allemagne, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'ils veulent, va voir, arrête-toi 5 minutes, va voir, parce que ça devient vraiment pénible. Et on me dit, voilà, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je m'occupe de Pierre Paolo, on verra plus tard. Donc,
Ça aussi, c'était bon. Et après ça, ben, vous faites, à partir du moment où vous n'avez rien sollicité, à partir du moment où... Alors, on me sollicitait pour venir faire un entretien, et j'ai dit, moi, je suis quelqu'un d'assez cash. Hein. J'ai dit, écoutez, si vous voulez que je fasse le même genre de travail que la précédente, je ne suis vraiment pas la bonne candidate, ça ne m'intéresse pas, moi, le spectacle, n'est-ce pas, parce qu'on était déjà en plein là-dedans. Hein. Donc, si on peut faire vite, parce que moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que je suis sûre que dans la salle, comme souvent dans les cours que je peux faire, ou les rencontres, etc., un certain nombre de jeunes gens, étudiants, n'ont pas vu le documentaire parce qu'ils étaient tout simplement trop jeunes ou très jeunes. Bon, donc, voilà, de quoi on parle. Donc, on est forcément obligé de faire, de simplifier les choses en essayant de ne pas être simpliste, ce qui est difficile. Deuxièmement, il y a quand même un élément auquel on ne pense plus, parce qu'on pense que les images, ça résout tout. Eh bien non, les grandes et les moins grandes, d'ailleurs, les expositions, c'est un peu comme au théâtre. C'est dans un espace tridimensionnel, ça dure le temps que ça dure, et quand c'est terminé, c'est terminé. Et après, vous parlez avec 10 personnes, et 10 personnes ont vu 10 expositions différentes. Donc ça, je pense que c'est pour Documenta comme pour toutes les autres. Au point que même moi, de temps en temps, je dois faire un effort de mémoire pour me souvenir d'un certain espace, ou de telle ou telle présence ou absence, etc. Pour revenir peut-être plus proche, alors pour revenir un peu au sujet qui est le nôtre, j'ai eu une vie avant Documenta et une après, grâce à Dieu, et je me suis toujours intéressée aux images, que ce soit les images fixes ou les images mobiles, puisque nous sommes pas très loin du centre Pompidou et qu'Antoine Debec l'a évoqué. J'étais au tout début de ma présence, je ne sais pas, quand on a un commissaire, on fasse une carrière, on fait un travail. De ma présence au Centre Pompidou, c'était l'exposition Passage de l'image, donc en 90, avec Raymond Bellour et Christine Vanache. Et pour ce qui me concerne, pas mal de discussions avec Jean-François Chevrier sur la question des images plutôt fixe dans son cas, et que je dirais que depuis ce moment, évidemment que les choses ont évolué, que j'ai vu de plus en plus d'œuvres, etc., mais il me semble qu'il y a tout un pan de mon rapport aux images, de mon rapport aux images, qui s'inscrit quand même dans un certain nombre de choses que j'ai intégrées, auxquelles j'ai réfléchi, qui m'ont vraiment... qui ont été très, très constitutifs, les textes de Danet, la présence de Godard, parce que là, vous parlez des fantômes, mais enfin, voilà, il est toujours là, surtout quand on a eu l'occasion de le croiser, quand on a vu et revu les films, etc. Et puis, après, tous les œuvres avec lesquelles on se constitue. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu peur quand vous avez commencé la table ronde. Je me suis dit, oulala, c'est plus facile pour un écrivain, même s'il écrit beaucoup, de trouver une œuvre ou un photographe, ou moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas vous débiter les je ne sais plus combien d'expositions que j'ai fait dans ma vie, ni même les quelques expositions. Moi, je suis un peu comme vous, des fois j'ai des trous de mémoire, donc je me fais des penses bêtes. Et j'avais listé les quelques expositions qui étaient vraiment spécifiquement articulées autour d'une question d'image, qu'elle soit mobile ou fixe, ou les deux, et que c'est beaucoup trop, et que je ne peux évidemment pas vous citer, mais allez, pour être vraiment très rigoureux et honnête, les 30 artistes, que ce soit des photographes ou des cinéastes, ou des gens qui travaillent entre l'écriture et l'image, et ben c'est compliqué, qui m'ont vraiment intéressé, inspiré, constitué dans une pensée, un rapport au monde. Évidemment que c'est très difficile pour moi de vous dire pourquoi Pedro Costa et pas Éric Baudelaire plutôt que Chantal Akerman, et pourquoi David Goldblatt et pas Bahman Jalali, and so on and so forth. Donc je pense que là, ça devient... et que il me semble que, en ce qui me concerne, et là, évidemment, c'était très intéressant ce que Olivier Zabat mentionnait. C'est vrai qu'on est dans un moment où il faut être quand même un petit peu vigilant. Moi, je ne fais pas la police, mais simplement, je crois qu'on n'est quand même pas là pour prendre les vessies pour des lanternes, et être un petit peu attentif, effectivement, à ce déclin de l'image. Alors là, on en est bien au-delà, le pauvre Godin. On est à 90, donc ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire effectivement une espèce de... Alors qu'on mette le nom qu'on veuille, si on est un petit peu plus, qu'on veut faire un peu plus théorique, on va dire réification totale de l'expérience, si on est un petit peu plus direct, on va dire verrouillage, mais où on a cette espèce de visuel généralisé, ce bain insécable, qui fait qu'effectivement, des gens très jeunes
n'ont plus les outils, n'ont plus l'habitude. Donc vous leur montrez une photographie de Walker Evans et vous leur montrez une photo lambda, ils ne voient pas, ils vous disent tout ce que tu me dis, je ne le vois pas. Ce qui est encore plus compliqué que ce qui est évoqué, je ne sais plus, je crois, Philippe peut-être, la question du texte et de l'image. Une image ne dit jamais tout. Et quand vous, c'était Grégoire, je vous appelle votre prénom, je ne sais plus votre famille. Et Grégoire, c'est un beau prénom, donc on s'en souvient. Quand vous disiez qu'effectivement l'image de la montagne ne nous disait rien du drame qui peut s'y inscrire, ça fait bigrement écho aux réflexions de David Goldblatt dans son livre, qui à mon avis c'est vraiment son chef-d'œuvre, How Things Were Then, comment les choses étaient à l'époque, où il a documenté extrêmement précisément le paysage de l'apartheid, dont il savait au moment même où il commençait à le documenter que ce qu'il savait, c'est même pas ce qu'il avait vu, et évidemment s'il y a un lapin qui s'en va, on ne va pas le voir, mais ce qu'il savait du lieu allait peu à peu se défaire, je ne sais pas si se dissoudre, mais se défaire avec le passage du temps, et que donc l'image textuelle était tout aussi importante. Et dans le livre, qui est vraiment un livre remarquable, il a voulu que les légendes soient à la fin. C'est-à-dire que le travail du regard, parce qu'il y a ça aussi, quand vous dites, de l'image ne soit pas immédiatement empêché, simplifié par l'information, mais que les deux comptaient. Donc, si vous voulez, moi, il me semble qu'aujourd'hui, et ça c'est tout à fait en phase avec ce que vous disiez, il y a quand même la question, quand vous dites la question du temps, il y a quand même la question majeure de est-ce que on est encore capable de regarder, pour réfléchir à une image, il faut quand même s'arrêter. Bon, alors je passe sur des faits quand même. Moi, j'ai un certain nombre d'amis cinéastes qui me disent qu'ils sont très empêchés d'une certaine manière, ou que leur visibilité est fortement compromise à partir du moment où un film dure plus d'1h30. Plus de 3 heures, c'est très compliqué. Et alors 10 heures, comme Emmanuel de Maurice, c'est carrément kamikaze. Bon, donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est aussi cette question de quoi, quand on... Parce que là, la question documentaire, moi j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise avec, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, déjà à l'époque de Nanook on parlait de ça, avec cette espèce de ligne trop stricte entre ce qui serait de l'ordre du documentaire et ce qui serait de l'ordre de la fiction. Il me semble que c'est beaucoup plus poreux et que d'une certaine façon, peut-être que ce qui a intéressé des... Allez, pour faire vite, je ne m'identifie pas du tout aux gens de musée, mais enfin bon, je ne travaille pas dans un hôpital. Donc, aux gens de musée, fait qu'effectivement, certaines pratiques documentaires, peut-être parce que venaient s'y concentrer un certain niveau, une très forte dose d'expérimentalité, de radicalité, etc., faisait vraiment sens pour continuer à garder vif un travail de l'image, et que il y a eu un intérêt manifeste aussi parce que ça pouvait faire écho à d'autres types de travaux de l'image, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit visuelle, et que, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des films, des fictions de cet ordre, mais il me semble que ce qui serait plutôt, moi ce qui m'intéresserait, parce que j'ai la même passion pour, je revoyais un film de Jia Jiangke l'autre soir. Bon, évidemment que c'est une fiction, mais ce qui est passionnant, c'est la manière dont il va articuler certains niveaux d'expérience, parce qu'il y en a, c'est vraiment de l'expérience accrue. Quand vous connaissez un peu la Chine, c'est comme si on y était, hein, des éléments d'une extrême crudité, oui. Évidemment, c'est travaillé d'une certaine façon, mais un grand documentaire, c'est jamais la réalité brute, ça n'existe pas la réalité brute. Donc je pense, moi, c'est moins ça qui m'intéresse que de travailler avec des auteurs qui sont capables de garder ouverte cette fissure, cet espace, cet écart qui fait que vous pouvez être encore
attentif au monde et je dirais presque présent au monde. Hier, c'est bête, je ne l'ai pas amené, j'aurais dû, tout à fait par hasard, j'étais en train, j'en avais marre de me creuser la tête sur un truc qui m'ennuyait et je me suis offert, de temps en temps je fais ça, une petite heure de lecture et je suis tombée sur un petit texte de Jean-François Billetter. Alors Jean-François Billetter, c'est un très grand sinologue suisse, mais c'est aussi un philosophe, un peu comme son, je ne vais pas dire son collègue, mais pas ami, François Julien, et un petit texte dans un petit recueil qui s'intitule Bonnard, Giacometti, et qui s'appelle L'arrêt d'Arles. Et là, c'est passionnant parce qu'il décrit une scène, non, ça ne pourrait pas être Sartre, il s'assied à une terrasse de café, puis il y a un moment, il décrit l'arrêt, qu'avant qu'un événement, et dans son cas, l'événement, il ne va pas être attaqué, on ne va pas lui voler son portefeuille, personne ne va être tué devant lui, mais l'événement, ça va être tout d'un coup de devenir conscient de sa présence au monde, qu'est-ce qui est autour. C'est un très beau petit texte, et il me semble que c'est un petit peu aujourd'hui de cet ordre, le travail des images. Et que la question, c'est pas évidemment qu'on les ressources de l'image mobile sont différentes mais de celles de l'image fixe. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment de ça dont il est question, et aussi un petit peu en écho à ce qui a été dit par chacun d'entre vous à sa manière et à son poste d'une certaine façon. C'est qu'il me semble que de la même façon qu'on essaie de garder une présence d'abord, parce qu'on ne peut pas être attentif si on n'est pas présent, ça coule de source, mais de la même façon, être sans arrêt défiant et résistant, pas résilient, moi j'en ai marre de la résilience, résistant à l'illustration, cette espèce d'essentialisation, c'est-à-dire que tout devient une catégorie. Écoutez beaucoup de critiques sur les films notamment, même sur France Culture, et on va vous parler d'un sujet de société, mais on ne vous parle pas du film. Et ce qui fait qu'un film est intéressant, c'est pas que ça soit sur Madame Michu, c'est qu'est-ce qui se passe. Et il me semble que c'est un petit peu là où est la question aujourd'hui, et qu'effectivement, elle est assez massive, parce que vous m'auriez interrogé sur mon activité at large. Aujourd'hui, ça me dérange un peu quand on dit commissaire d'exposition, parce que j'ai l'impression que c'est pom-pom girl. Et moi, j'ai quand même pas le sentiment d'avoir jamais été intéressée par ce genre d'activité. Et quand je vois Yayoi Kusama, qui devient un mannequin grotesque devant chez Vuitton, que j'ai connu cette dame, qu'elle a 90 ans, bien sonné, qu'elle est internée volontaire depuis le milieu des années 70, je trouve que justement pour des jeunes gens qui, alors je ne parle pas des étudiants d'Antoine, on dit bon, mais tous les jeunes gens ne sont pas des étudiants, ça véhicule justement des idées, presque des essences sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce que c'est que cette visibilité bordélique à tous les étages. Donc je pense que c'est un petit peu ça, qu'il y a des moments où on est un peu obligé pas de hausser le ton, mais de ménager quand même son espace, parce que moi, je n'ai rien à faire avec ça. Et en même temps, vous savez très bien, quand vous dites « je n'ai rien à faire », je ne suis pas sur l'Olympe. Donc, cette espèce de bouillon, je suis comme nous tous, on est au milieu. Donc, il me semble que c'est plutôt de cet ordre ce qui m'intéresse dans les œuvres. Et je ne voulais pas présenter parce que c'était pour moi totalement, d'abord très difficile de choisir. Bon, on parlera de Chantal Akerman la semaine prochaine avec quelques collègues, mais c'est Chantal Akerman. Mais je pense que il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la méthode et de la position. Et après, c'est aussi compliqué pour moi, parce qu'à chaque fois, j'avais vraiment des choses qui me venaient en écho à certaines de vos remarques ou présentations. Et par exemple, en littérature, quelque part, on repense aussi à Proust, au sens où Proust n'avait pas du tout l'idée de partir il faisait déjà fait pas mal l'ethnologie de son monde. Mais en même temps, par contre, ce qui est très proustien, et pas que chez lui, chez les autres aussi, c'est que d'une certaine manière, un certain type d'expérience, de vécu, vous ne le vivez parce que vous l'avez écrit, ou parce que vous avez écrit dans votre tête. Donc je pense que là, il y a beaucoup de... Après, on part dans d'autres... Mais
je m'en suis tenue à des considérations un peu pragmatiques, d'abord en écho à certaines questions qui ont été posées, et puis à ce qui me semble être un minimum de respect pour les auteurs ou les artistes, appelez comme vous voulez, qui travaillent encore. Merci Catherine. En ce moment. Je vous remercie d'avoir fait cette sorte de synthèse comme ça. C'est passionnant. Et puis d'avoir, comme vous l'avez dit, haussé le ton. Merci à Grégoire, à Philippe, à Catherine et à Olivier. Je rends la parole. Malheureusement, on est très limite, donc sûrement de ma faute, j'ai un petit peu débordé sur ce qui nous était permis. Je crois qu'on ne peut pas prendre de questions.